il me semble qu'il y a un certain nombre, je dirais, de grands domaines d'impact qu'on peut assez facilement voir. Bon. On se disait avant, il faut que les acteurs de la formation passent de cette logique de j'apporte la bonne solution à un problème à une logique de proactivité. Maintenant, pour faire ça, il semble indispensable que ces acteurs de la formation sortent de leur mur, pour peu qu'ils y soient enfermés, et soient de plus en plus en relation et en articulation et en coordination permanente avec des acteurs et des décideurs diversifiés, de plus en plus diversifiés. Au même titre, il me semble que jusqu'à présent, les acteurs de la formation que nous étions attendaient que le problème soit clairement posé pour y apporter des réponses. Et il me semble maintenant que nous devons être capables de plus en plus de remonter en amont des projets engagés sur telle ou telle problématique. On disait dans la première partie que pour un certain nombre de sujets, sans doute, on allait s'orienter vers des logiques de type projet. Mais il est indispensable que dans ces projets, qui sont des projets qui vont articuler formation professionnelle, emploi, articuler des priorités d'institutions, de collectivités, il semble indispensable que les acteurs et les métiers de la formation soient présents de le plus loin en amont de ces dispositifs-là. Je sais pas si vous souhaitez intervenir. Je ne veux pas intervenir directement, mais par contre, ça m'intéresserait d'avoir la réaction d'un représentant régional sur cette proximité croissante et ces étapes de travail en amont entre les organismes de formation et les financeurs, enfin, ou l'exemple de financeurs majeurs que vous représentez. Il y a plusieurs considérations, je pense, à avoir par rapport à cette problématique. D'abord, je l'ai déjà dit, le conseil régional, en l'occurrence, travaille de plus en plus à travers la constitution et l'élaboration des contrats d'objectifs territoriaux avec les acteurs et les partenaires en vue de faciliter ou favoriser la connaissance des évolutions et des besoins donc liés à ces évolutions en matière de compétences. Les contrats d'objectifs territoriaux ne sont pas des documents secrets. Une fois qu'ils sont signés, ils sont publics, ou en tout cas, ils peuvent faire l'objet de communication. Et je pense qu'effectivement, les organismes de formation qui s'intéressent à tel ou tel champ ou à tel ou tel domaine peuvent, au vu de ces contrats d'objectifs territoriaux, envisager de construire ou de modifier une offre de formation qui découle de celles qui sont identifiées à travers ces contrats d'objectifs territoriaux. Donc il y a un premier type de coaction ou d'action logique dans le temps. Un autre type de moyens qui permettraient aux organismes de formation d'être à l'écoute ou attentifs à l'évolution ou à l'apparition ou l'émergence de besoins de formation, renvoie à la manière dont de plus en plus à la fois le service public de l'emploi côté je dirais État, pour parler là aussi rapidement, mais donc Conseil régional de l'emploi bientôt, mais également le ou les conseils régionaux, ce qu'ils peuvent mettre en œuvre ensemble pour faire face à des besoins, je dirais à la fois ponctuels ou en tout cas qui nécessitent, au vu d'événements importants, je pense à des fermetures de sites importants. Je pense notamment à celui auquel on fait souvent référence en Bourgogne, à Kodak, qui annonce la fermeture et qui annonce tout un cortège d'actions de revitalisation et avec des actions de revitalisation de besoins de formation. Je pense au pôle nucléaire de Bourgogne
qui également permet, lorsqu'on est attentif aux travaux réalisés et aux offres de services qui se déclinent via des différents partenaires, services publics ou autres, derrière ces événements ou ces besoins structurants, il y a matière pour les organismes de formation à identifier, si ce n'est dans le détail, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement difficile de définir concrètement et très précisément quels sont les besoins, on peut malgré tout identifier les grands axes ou les grandes orientations que sur un territoire, il sera nécessaire de mettre en œuvre par rapport à l'implantation d'un certain nombre d'entreprises qui vont venir compenser le départ de tels grands groupes ou à travers des événements tels que des besoins de développement de tel ou tel secteur. Et encore une fois, je fais référence au volet nucléaire sur la Saône-et-Loire. Il y a des moments pour que les organismes de formation soient j'allais dire, attentifs, pour autant qu'ils ne l'étaient pas auparavant, bien évidemment, à ces besoins, à ces évolutions. Et puis il y a, même si c'est en des termes peut-être pas considérés toujours comme très précis, il y a aussi tout l'achat de formation du conseil régional qui passe de plus en plus par de l'achat via des appels d'offres par rapport à la mise en œuvre d'obligations liées à la mise en concurrence des organismes. Les appels d'offres se font sur la base de cahiers des charges qui définissent un certain nombre d'attentes plus ou moins précis, mais qui sont bien évidemment autant de guides ou autant des références auxquelles les organismes de formation doivent être attentifs pour pouvoir répondre au mieux aux attentes qui sont émises à l'occasion de ces appels à projets ou de ces appels d'offres. Étant entendu que ces appels d'offres ne sont pas construits dans l'abstraction ni dans les bureaux du conseil régional, ils sont aussi et surtout construits avec les partenaires, soit dans le cadre, j'ai déjà dit plusieurs fois, de l'élaboration des contrats d'objectifs territoriaux, soit dans le cadre de groupes qui s'appellent en Bourgogne les groupes GLF, groupes locaux de formation, voilà le terme exact, qui permet sur les territoires, au niveau infrarégional, qui renvoie aussi l'interrogation de savoir si la région est le bon échelon régional, enfin le bon échelon géographique, pertinent par rapport à cela. Ces groupes locaux de formation permettent également l'émergence, et là pas de manière unilatérale, mais en lien avec les partenaires locaux. Ces groupes permettent l'émergence et la précision d'un certain nombre de besoins qui doivent permettre aux organismes de formation d'avoir connaissance et d'affiner leur offre, ou en tout cas la réponse qu'ils seront amenés à apporter aux appels à projets lancés par le conseil régional lors de l'achat de formation. Oui, je pense que ça est clair. Je ne sais pas, est-ce que ça je répond, pense que ça éclaire le rapport qui peut s'instaurer entre organismes de formation et prescripteurs. Avec un autre point qui me semble utile de rappeler. Bon, je l'ai esquissé un petit peu, c'est que les conseils régionaux, ou en tout cas celui de Bourgogne, mais je pense que c'est général, s'orientent, parce qu'ils n'ont pas le choix non plus, pour des raisons liées à des règles communautaires et nationales, les conseils régionaux abandonnent de fait de plus en plus le régime de la subvention pour aller sur le régime de l'achat. Ça c'est quelque chose qui s'impose à eux, et même si ce débat ou cette règle intervient par un biais qui n'est pas tout à fait celui qui concerne l'agriculture, parce qu'en fait c'est beaucoup le dossier de l'AFPA qui vient orienter un certain nombre d'éléments constitutifs du paysage.
à travers cette obligation donc de passer par le marché public, les conseils régionaux et le conseil régional se passent beaucoup plus dans une situation de maître d'ouvrage, alors qu'auparavant il était plutôt dans une situation pratiquement de maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'il avait une tendance à définir assez précisément ce qu'il voulait et ce qu'il subventionnait, alors qu'aujourd'hui, les conseils régionaux, en tout cas celui de Bourgogne, est beaucoup plus dans une situation qui consiste à être un maître d'ouvrage, qui consiste à dire, voilà le besoin, générique, voilà le besoin général qui doit être satisfait. C'est aussi aux organismes de formation de nous faire des propositions qui répondent, chacun avec leur spécificité, leur savoir-faire, avec leur capacité à anticiper et à traduire concrètement ce besoin générique. C'est à eux qu'il appartient de faire la meilleure offre, assortie, pourquoi pas, et le Code des marchés publics le permet, de variantes ou d'options permettant éventuellement à ces organismes de formation d'apporter des éléments qui peuvent a priori être un peu en marge ou parallèles aux grandes orientations fixées par le cahier des charges. On est de plus en plus dans une telle logique, même si, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, même si beaucoup de conseils régionaux ont tendance à vouloir, pour les mois à venir, identifier des éléments qui renvoient à une notion dont on parle beaucoup, notamment au niveau du droit européen, du droit communautaire, identifier des parties qui pourraient être constitutives d'un service social d'intérêt général, qui permet de garder certains aspects de la formation en marge du marché public ou de la mise en concurrence. Mais je pense que, sans être très précis, j'en ai conscience, il y a quand même un certain nombre d'étapes, un certain nombre de points sur lesquels les organismes de formation doivent, je pense, être attentifs pour leur permettre, dans un paysage qui a bien été exprimé comme étant un paysage très complexe, très mouvant, dont on ne sait pas très bien si aujourd'hui ce qu'on dit pour ce qui se passera dans 6 mois se concrétisera ou sera effectivement sera véritablement le cas. Ce sont au moins autant de points, je dirais, de rendez-vous qui devraient permettre aux organismes de formation de s'adapter aux besoins et aux commandes telles qu'un conseil régional peut le passer. Donc ça, votre intervention, elle a parfaitement illustré, je dirais, l'intérêt qu'il y a justement pour les acteurs de la formation à se positionner davantage ou à proximité, je dirais, des centres de décision des différents acteurs, à proximité des centres d'élaboration des politiques et des stratégies. Donc peut-être davantage qu'ils ne le faisaient aujourd'hui. Donc on voit bien un domaine d'impact. Le deuxième domaine d'impact sur nos métiers, qu'on a déjà effleuré un peu, c'est celui qui, parce que la formation professionnelle continue se situe au regard maintenant de logique de parcours, nécessite de développer la capacité à voir plus loin. Alors, quand on dit ça, il n'y a pas de problème, on a un certain nombre de techniques pour voir plus loin, le marc de café, la boule de cristal, la technique du doigt mouillé, d'où vient le vent, etc. Enfin, on en connaît tous. Or, le problème, c'est justement pas de lire dans le marc de café, c'est pas de voir d'où vient le vent. C'est ce qu'a commencé à évoquer M. Fortéazens quand il disait de plus en plus les conseils régionaux, par exemple, vont maintenant ou mettent en avant maintenant des besoins généraux ou génériques. Alors, ça sous-entend que voir plus loin, c'est passer d'une logique, je dirais, de connaissance de la demande. C'est qu'est-ce que vous me demandez précisément, et puis après je sais quoi faire pour y répondre, à une logique de tendance en disant je vois vers où vous voulez aller. Je vois exactement quel est le levier et ce que la formation professionnelle continue doit contribuer à mettre en mouvement dans des politiques qui sont des politiques d'emploi, des politiques de développement et d'accompagnement des personnes. Donc, ça n'est plus justement connaître la demande, ça me paraît plus être identifier des directions.
qui sont indiqués par ces besoins génériques. C'est, au regard des entreprises cette fois-ci, s'articuler à des logiques de gestion prévisionnelle de plus en plus. Et c'est, comme l'a dit aussi M. Fortéazin, c'est d'accroître cette proactivité en essayant d'apporter des réponses, une offre de formation, qui va contribuer à faire que la demande se précise davantage. Donc c'est quelque part commencer à contraindre un peu la réalité pour dire attendez, c'est par là qu'on veut aller et c'est pas par là qu'on veut aller et on ne veut pas aller là où nous mènent les événements. C'est-à-dire, politiquement, stratégiquement, nous avons décidé de suivre telle direction. Et donc, on doit avoir des capacités à construire des offres de formation qui deviennent aussi des leviers progressifs d'éducation, je dirais, des demandeurs et d'affinement des choses. Donc, c'est bien l'introduction dans nos métiers de compétences extrêmement particulières. Il ne s'agit pas de jouer aux devinettes, il s'agit effectivement de cette capacité, je dirais, à élaborer des stratégies d'accompagnement qui viennent accompagner des politiques et des orientations générales définies, là où elles doivent, que ce soit entreprise ou collectivité. Ça me paraît le deuxième grand domaine d'impact. Et si vous me permettez, très concrètement, ça se traduit, alors toujours une fois, à travers le prisme bourguignon, par la capacité pour les organismes de formation de déposer des offres de formation hors programme. Je ne sais pas, j'imagine que vous savez comment le programme d'achat de formation du Conseil régional est construit. Il y a un programme général, si on peut dire, qui est le résultat de mise en perspective d'un certain nombre de paramètres et de facteurs et qui permettent assez précisément ou aussi précisément que possible de procéder à de l'achat de formation. Mais les organismes de formation, et certains le font couramment, des organismes de formation peuvent très bien faire des offres. Et chaque mois, puisqu'en fait il y a un appel d'offres permanent, comme on le désigne, chaque mois, les équipes, en l'occurrence de la direction de l'apprentissage, dont je suis le directeur, examinent des offres de formation déposées sur le bon site internet, puisque les choses sont numérisées et passent de plus en plus via ce genre d'outils. Chaque mois, les équipes examinent et proposent aux commissions d'appel d'offres, c'est-à-dire aux commissions des élus qui valident ou qui ne valident pas telle ou telle proposition, elles examinent des offres de formation qui sont déposées hors programme, c'est-à-dire qui sont le résultat d'organismes de formation qui, comme l'explique M. Huguet, ont identifié, en fonction de leur propre positionnement, professionnalisme, capacité peut-être à lire dans le Mar de Bourgogne, dans le Mar de Café. Ça s'impose, ça s'impose. En fonction de leur capacité à lire dans une boule de cristal ou dans le Mar de Café telle ou telle tendance qui correspond à leur savoir-faire, leur positionnement, etc. Elles sont tout à fait en capacité donc de compléter le programme global d'achat de formation du Conseil régional par des offres. Et je peux vous affirmer que tous les mois, le Conseil régional achète des offres de formation qui sont présentées de cette façon hors de l'appel d'offres du programme général. Alors, troisième domaine d'impact pour les acteurs de l'ingénierie, qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, mais sans mettre un contenu derrière, c'est quand on dit intégrer des logiques de parcours, c'est-à-dire accompagner des projets professionnels, ça pose un certain nombre de questions, ou au moins ça renvoie à toute une série de nouvelles responsabilités qui situent les acteurs de la formation comme étant, alors là, pour le coup, réellement des co-auteurs, parce que accompagner, c'est ça, c'est être co-auteur de quelque chose, être co-auteur du projet professionnel de quelqu'un. Et ça ouvre une charge réelle de responsabilité. Qui sommes-nous pour dire qu'on va être co-auteur d'eux? Comment va-t-on se positionner maintenant en matière de prise de risque, en matière d'attitude vis-à-vis de l'échec, vis-à-vis des erreurs, etc. Il y a tout un ensemble de savoir-faire et de savoir-être nouveaux à développer, simplement parce qu'il s'agit d'intégrer des logiques de parcours, et non plus des logiques de réponse à une question clairement identifiée.
Donc, nouvelle responsabilité, nouvelle prise de risque, nouvelle compétence. Quatrième grand domaine d'impact, mais qui découle directement de celui-là, c'est réellement le développement de capacités de conseil et d'accompagnement des individus. Pour un certain nombre d'acteurs, on a parlé ce matin des OPCA, etc., qui étaient concernés, mais c'est vrai maintenant de tous les acteurs de la formation professionnelle continue que nous sommes, qu'est-ce que ça veut dire accompagner quelqu'un ? Qu'est-ce que ça veut dire conseiller quelqu'un autour de ses parcours et de ses projets professionnels? C'est quel savoir-faire, quel savoir-être et quel savoir intégrer pour réellement développer, alors, non pas de l'expertise, parce que là, on n'est plus du tout dans l'accompagnement. L'expertise, c'est l'acteur de la formation qui dit « je sais ce que vous devez faire ». Et je vais vous le dire. Vous savez, c'est les systèmes informatiques qu'on avait tous à une époque en disant, écoutez, 777 questions et je vais vous dire pour quel métier vous êtes fait. Enfin, pas moi, mais le système va vous l'afficher à l'écran en disant, monsieur, vous êtes fait pour faire ça. C'est de l'ordre de la révélation souvent pour les individus, mais c'est pas ça accompagner les gens. Et c'est justement ici un domaine de comportement et de pratique professionnelle qu'il faut inventer pour des acteurs de la formation professionnelle. Donc, cinquième grand domaine d'impact, me semble-t-il, c'est celui qui renvoie à l'individualisation progressive. Les gens de la formation, nous avons l'habitude de raisonner en groupe, en ensemble. Alors, groupe, stage, promotion, public, pas tout ce que vous voulez, mais nous on est habitués à des entités où il y a un certain nombre de personnes dedans, mais on traite l'entité. Après, on sait très bien, n'importe quelle personne sait qu'à l'intérieur du groupe, il faut toujours garder la capacité à distinguer et à reconnaître le fait que tout un chacun est unique dans le groupe, bien entendu, et exceptionnel. Mais entre dire, je démarre ma réflexion au niveau d'un groupe, et ensuite je trouve, et j'ai un certain nombre de méthodes et de trucs pour m'adapter aux particularités individuelles, entre dire ça et dire, attention, maintenant, je remets l'individu au centre du dispositif, je pars de l'individu et je construis quelque chose qui, à la base, est individuel et non pas du collectif individualisé. Tout ceci en gardant la cohérence, la maîtrise de l'ensemble du dispositif, en gardant la maîtrise des contenus et sans atomiser les pratiques, il y a là aussi un véritable domaine, je dirais, d'interpellation de ce que sont nos pratiques. Nous savons, d'ailleurs, nous regardons, désolé, n'importe quel équipement de formation professionnelle continue, il propose des salles pour y mettre des groupes. Il ne propose pas des trucs individuels pour y mettre des individus. Donc on voit bien déjà que structurellement, c'est conçu pour mettre du groupe et non pas mettre de l'individu. Donc là, il y a un vrai domaine, me semble-t-il, de réflexion dans ce passage du collectif à l'individu. Autre domaine d'impact, c'est l'intégration de formes diversifiées d'acquisition des compétences. Bien entendu, tout le monde est d'accord pour dire que l'expérience permet d'acquérir des compétences. À mon avis, c'est faux. L'expérience ne permet d'acquérir rien du tout. L'expérience est une compilation d'activités, et vous, comme moi, vous connaissez des gens qui travaillent depuis 20, 30 ou 40 ans, et puis vous les regardez, vous dites, mais ils n'ont rien appris. Ça fait 30 ans qu'ils travaillent, ils n'ont rien appris. Accumuler de l'expérience, ça n'apprend rien. Ce qui apprend, c'est de réfléchir sur ce que l'expérience nous fait acquérir. Donc, quand on dit qu'il faut intégrer de nouvelles formes d'acquisition des compétences qui s'articulent essentiellement à l'expérience, c'est-à-dire à la pratique, ça veut bien dire repérer un certain nombre de situations qui vont permettre d'acquérir des choses, c'est les organiser d'une certaine façon pour que réellement il y ait de l'acquisition, et puis ensuite c'est évaluer que l'acquisition s'est bien faite. Donc c'est pas juste se dire, mais bien entendu, on va acquérir des compétences de façon diversifiée. C'est pas vrai, et on le sait tous.
on le sait tous, vous vous placez dans n'importe quelle structure et puis vous avez un collaborateur, et puis ce collaborateur, vous avez besoin qu'il apprenne à parler l'anglais, tiens, par exemple. Puis vous proposez à votre collaborateur, ben écoute, tu vas donc aller dans un stage, pour peu importe l'organisation, pour apprendre à parler. Et vous avez le collaborateur qui vous dit non, moi je vais apprendre tout seul. Il y a bien un moment, quand il va revenir vous voir et qu'il va dire ça y est, j'ai appris tout seul, comme on dit banalement, vous allez demander à voir. Donc, le fait de dire je me débrouille tout seul, je pratique, etc., n'est pas suffisant dans votre esprit. Vous réalisez bien qu'il faut faire quelque chose pour reconnaître que le tout seul, ça a bien permis d'apprendre l'anglais. Eh ben, il en est de même dans tout ce qui concerne l'expérience. Juste accumuler des expériences, à mon sens, je ne suis pas seul à penser comme ça n'apprend rien. On additionne des trucs. Apprendre, c'est se comporter d'une certaine façon par rapport à ce qu'on vit. Donc là, il y a de nouveau de vrais domaines d'interpellation pour les métiers de la formation sur qu'est-ce que ça apporte réellement que l'expérience. Si vous permettez, c'est précisément, de mon point de vue, un des gros obstacles, ou en tout cas une des grosses difficultés au développement de la VAE. Parce qu'on se rend bien compte que dans les réflexions des personnes et dans le travail qu'on leur demande de réaliser à travers leur dossier de VAE, ce qu'on leur demande, c'est rien de plus que de réfléchir et de consigner ce que l'expérience leur a précisément permis d'acquérir comme compétences. Et c'est loin de là un exercice banal et simple, et c'est probablement une des difficultés extrêmement importantes qui viennent limiter ou freiner la mise en œuvre de la VAE. Et c'est précisément sur ce point, ça a été évoqué tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment, c'est peut-être probablement sur ce point que l'accompagnement des personnes en démarche ou en processus de VAE est le plus important. Et c'est peut-être effectivement un des points sur lesquels des organismes de formation pourraient se positionner ou développer une offre. Alors, autre domaine, je dirais, mais d'impact, alors on l'a déjà évoqué, donc on va simplement se rappeler qu'effectivement il y a à repenser l'offre de formation et que ça, c'est pas une petite tâche, que de repenser une offre, je dirais, tirée par la demande, mais on l'a évoqué de plusieurs façons, donc je suggère de ne pas s'appesantir là-dessus. Le dernier des grands domaines d'interpellation, me semble-t-il, des métiers de l'ingénierie, ou au moins tels que je les vois, vous avez le droit d'en voir autant que vous voulez en plus, c'est l'élargissement et la transformation des profils de compétences des métiers de l'ingénierie. Là où on voyait des compétences, alors je caricature, entre la pédagogie, la psychologie, la gestion, etc., on voit nettement que les profils de compétences dont on a besoin demain intègrent la connaissance, la compréhension de problématiques socio-économiques, intègrent la capacité à se positionner dans la réflexion et l'élaboration de stratégies de collectivité ou d'entreprise, ou au moins à les comprendre, premier domaine. Deuxième type de choses, on voit depuis ce matin que toute pratique est porteuse d'un système de valeurs, d'un système de représentation. Et je crois que les métiers de la formation ne couperont pas à reclarifier ce que sont les valeurs, nos valeurs de référence aujourd'hui. C'est-à-dire quand nous, des métiers de la formation, on parle de formation professionnelle continue, on se réfère à quoi? À quoi comme regard sur l'homme? À quoi comme regard sur le parcours? À quoi comme regard sur la place qu'aura le travail dans la vie de la personne qu'on a en face? Parce qu'il me semble que la véritable question, elle va aussi être là. Demain, c'est quelle place pour le travail dans notre société? Dernière chose, et on l'a déjà dit, c'est enrichir, je dirais, les dimensions stratégiques et tactiques de nos métiers, là où on avait essentiellement, me semble-t-il, une perception technique de nos métiers, et c'est pas péjoratif. Donc voilà pour essayer de dresser un peu des grandes pistes d'interpellation.